Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1. Il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, donc on a beaucoup d'actu à rattraper. Qui dit beaucoup d'infos dit qu'on va essayer d'aller assez vite sur le sujet à la une aujourd'hui et on va de nouveau parler plafond budgétaire pour la dernière fois cette année, pour la dernière fois avant un petit moment je l'espère. C'est toujours mieux quand on n'a pas à en dire un mot, mais on a eu la confirmation que Red Bull a bel et bien triché ou en tout cas a bel et bien excédé le plafond budgétaire sur la saison 2021, un dépassement de 1 864 000 livres sur les, alors je crois qu'avec les réajustements on était autour de 146,2 millions autorisé. L'idée c'était 145 millions. En tout cas, dans le détail, on a un dépassement d'un tout petit peu moins de 2 millions de livres qui va forcément engendrer des pénalités puisque tout simplement, si le plafond budgétaire a été mis en place, c'est pour restreindre les dépenses de chacune des écuries et donc clairement, le but ce n'est pas de le dépasser. Et même si 2 millions par rapport à 145, ça peut paraître pas énorme, il faut savoir que c'est plus du triple de ce que peuvent apporter en termes de développement certaines écuries, notamment des Haas ou des Williams. Bon là on est même au-delà du triple largement, mais c'est environ 3 fois ce que dépense une écurie de milieu de peloton pour apporter des améliorations sur une saison. Donc clairement, s'il y a eu ce budget-là à apporter en plus, on peut imaginer que ça a aidé le développement de la Red Bull de 2021. La première sanction, on l'attendait, c'est une amende, une lourde amende, 7 millions de dollars, mais elle n'aura pas un réel impact puisque tout simplement, elle ne sera pas déduite à un quelconque plafond budgétaire de Red Bull dans les prochaines années. C'est simplement 7 millions à payer à la FIA. Or, Red Bull avait des dépenses largement supérieures au budget capé avant que celui-ci ne soit mis en place. Donc clairement, on peut imaginer que c'est pas ça qui va les arrêter. D'ailleurs, Toto Wolff l'avait prévenu, je vous l'avais dit, que si c'était que des sanctions financières, eh bien Mercedes dans le futur n'hésiterait pas à excéder ce plafond budgétaire. Maintenant, il faut voir si l'ampleur des sanctions sportives va être suffisante pour dissuader les autres écuries de tricher à l'avenir, puisque oui, il y a eu des sanctions sportives, 10% de développement aérodynamique en moins. Alors le premier truc auquel on va penser, c'est le temps en soufflerie, forcément, c'est-à-dire le temps où vous allez placer vos maquettes dans la soufflerie de votre écurie, donc dans le tunnel de soufflerie, pour réaliser des essais, voir si telle ou telle pièce va fonctionner. Déjà que l'écurie championne du monde en titre a le moins de temps de soufflerie depuis la mise en place de ce système, et bien eux auront encore 10% en moins par rapport à tous les autres. Mais cela prend également en compte les tests en CFD, c'est-à-dire la modélisation des modèles où vous allez éprouver numériquement votre monoplace, ou plutôt le modèle de votre monoplace, avant même de produire des pièces que vous irez ensuite tester en soufflerie. Donc on va vraiment à la source du développement qui va être bridé. En CFD, vous avez énormément d'éléments qui rentrent en compte, des éléments aérodynamiques très précis, et mieux vous êtes classé au championnat du monde, moins vous avez le droit à avoir un test précis. Et donc pour Red Bull, ça va être encore plus réduit. Pour l'ensemble des tests aérodynamiques, Red Bull a, donc par exemple pour le temps de soufflerie, seulement 70% par rapport à une limite qui a été établie, desquels vont être déduits 10%, donc on sera autour de 62-63% seulement de temps de développement aérodynamique autorisé. Christian Horner estime une perte entre 3 dixièmes et une demi-seconde au tour. C'est quand même extrêmement compliqué à estimer, on peut imaginer que voilà, c'est quand même un petit peu de la poudre de perlimpinpin. Il nous sort un petit peu des chiffres de son chapeau, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que ça aura un réel impact sur le développement aérodynamique de Red Bull l'année prochaine. Maintenant, il faut voir si la sanction en vaut le coup, parce que dépenser plus l'année dernière leur a sans doute permis aussi de construire une meilleure voiture pour cette année, et donc les 3 dixièmes qu'ils vont perdre, ce n'est pas 3 dixièmes par rapport aux autres écuries et à l'écart qu'il y a maintenant, c'est 3 dixièmes par rapport à ce que eux auraient pu produire de mieux. La plupart des écuries se sont plaints de ces sanctions, bon ça c'est logique, on s'attendait à ce que quelles que soient les sanctions appliquées, les écuries s'en plaignent, mais maintenant il faudra voir si dans les années futures, d'autres seront tentés d'également dépasser le plafond budgétaire. Et si oui, ça risque de devenir un sacré bordel. Dernier mot sur la sanction de Red Bull pour dire que la FIA a souligné le caractère non intentionnel du dépassement et a ainsi, semblerait-il, adapté sa pénalité. Il faut aussi poser la question maintenant de savoir si, déjà c'était la première année du budget de cap, mais est-ce qu'il faut prendre en compte dans les sanctions l'intentionnalité ou non? Parce que factuellement, Red Bull a dépassé, même si c'est eux qui se sont trompés, le résultat est là et ça a probablement eu une influence.
En un mot, Aston Martin est elle aussi condamnée à une amende, seulement 450 000 $ pour une infraction de procédure. On n'est pas rentré dans les détails, mais bon, l'idée c'est par exemple qu'ils ont rendu leurs comptes trop tard ou qu'ils ont oublié de détailler les comptes de l'aérodynamique. Je prends un exemple comme cela. On ne sait pas exactement à quoi cela tient, mais en tout cas, au moment de rendre les comptes, c'était imprécis du côté de chez Aston Martin, sans qu'il n'y ait de dépassement. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine, ou plutôt des 2 dernières semaines, parce qu'il y en a eu beaucoup, et vous allez le voir, on remonte un petit peu. Vous êtes sans doute au courant, mais c'est désormais officiel, Sauber deviendra Audi à partir de 2026. Le constructeur allemand avait annoncé son arrivée en Formule 1 en tant que motoriste en 2026, mais on connaissait leur intention de reprendre une écurie. Leur choix s'est porté sur Sauber, qui est à l'heure actuelle, je vous le rappelle, Alfa Romeo. Le partenariat avec le constructeur italien prendra fin 2023 et Audi n'arrivera officiellement qu'en 2026, même s'il devrait y avoir des investissements au préalable pour s'assurer qu'au moment de l'arrivée du moteur Audi, le châssis du côté de chez Sauber soit déjà assez bon. Frédéric Vasseur l'a annoncé, dès 2023, ils seront au plafond budgétaire, ce qui signifie qu'ils pourront donc réaliser un maximum de dépenses pour développer le châssis, en attendant donc et en espérant que le moteur allemand soit le meilleur possible. En parlant d'écurie qui va atteindre le plafond budgétaire, cela pourrait bien être le cas de Haas dans le futur, puisque l'écurie américaine a un nouveau sponsor principal, MoneyGram, une grosse compagnie américaine assez peu connue en Europe, qui est déjà présente sur les monoplaces et qui va venir apporter un très important soutien financier à l'écurie américaine. De là à avoir un changement de livret l'année prochaine, probablement pas, parce que les couleurs du sponsor sont assez proches des couleurs de l'écurie, mais on verra quand même ce que ça donnera en février prochain. Vraiment hâte déjà de découvrir les futurs monoplaces. Du côté de l'écurie américaine, on attend aussi l'officialisation du dernier line-up de la saison 2023 et Nico Hülkenberg est de plus en plus pressenti pour remplacer Mick Schumacher. Le vétéran allemand se dit relativement optimiste. Dernier baquet à attribuer puisque Jost Capito l'a confirmé à l'occasion du Grand Prix des États-Unis. Logan Sargent sera pilote Williams en 2023 à condition qu'il obtienne sa super licence. L'actuel troisième du championnat de Formule 2 devra terminer dans le top 5 à l'issue de la dernière manche à Abu Dhabi. Ça va être chaud, le milieu de classement est assez serré, mais s'il parvient à s'y maintenir, l'Américain signera donc ses débuts en F1 l'année prochaine. Avec la fin de leur programme en Formule électrique, Mercedes perd ses pilotes de réserve après Nick De Vries qui s'en va chez AlphaTauri dès les essais à Abu Dhabi en fin de saison. Stoffel Vandoorne rejoindra l'année prochaine Aston Martin en tant que pilote de développement aux côtés, donc pilote de réserve aux côtés de Felipe Drugovich, champion de Formule 2 2022. On surveillera donc ce que donnera ce line-up et qui sera privilégié en cas d'absence de Fernando Alonso ou de Lance Stroll. Mais en tout cas, c'est une recrue très intéressante pour une écurie Aston Martin qui ne cesse de se renforcer. Et justement, un mot de Mercedes où Toto Wolff a annoncé la fin du concept sans ponton dès l'année prochaine. On n'a pas réussi à faire fonctionner cette particularité aérodynamique sur la Mercedes et donc l'année prochaine, on se tournera vers un autre concept de ponton qui sera très probablement proche de celui de Red Bull, forcément écurie championne du monde cette année. C'est logique de se tourner vers leur concept et de voir ce qui a fonctionné. À voir donc si les flèches d'argent reprofilées sauront être dès le début de l'année prochaine aussi rapides que les Red Bull. Du côté des pilotes, Lewis Hamilton a affirmé qu'il n'avait pas de doute sur le fait que l'aventure se poursuivrait au-delà de 2023 avec Mercedes. Je vous le rappelle, son contrat arrive à échéance à la fin de l'année prochaine, mais il semble assez probable pour lui donc de re-signer pour une voire plusieurs saisons. Tout semble dépendre de l'envie du septuple champion du monde de continuer en Formule 1. Suite au Grand Prix du Japon, la FIA a rendu assez rapidement, et on peut s'en féliciter, plusieurs mesures de sécurité que l'on détaillera par ailleurs, parce que vous le voyez, il y a beaucoup d'actu, donc on va essayer d'avancer assez rapidement. On aura le temps de parler procédure tout au long de cet hiver, pas de souci, mais je voulais quand même vous signifier que dès la fin de cette saison, c'en est terminé des deux directeurs de course qui alternaient l'un après l'autre. Eduardo Freitas quitte la direction de course de la Formule 1, lui qui était justement aux commandes lors du Grand Prix du Japon. La sanction est tombée et c'est désormais Niels Wittich qui sera le directeur de course de la Formule 1 à plein temps.
Et puis quelques mots de calendrier pour terminer. Le Grand Prix de Chine a très peu de chances d'avoir lieu l'année prochaine. Je vous le rappelle, il est programmé en 4e position du calendrier 2023 de Formule 1 le 16 avril prochain, mais notamment en raison de la politique zéro Covid actuellement menée en Chine. Il y a peu de chances que le Grand Prix ait lieu. Si vous n'êtes pas au courant de la situation, il faut savoir que dès qu'il y a un cas de Covid, où que ce soit, on barricade tout. Et donc si par exemple une personne était infectée dans le paddock ne bouge plus pendant un mois. On reste tous enfermés jusqu'à ce que ce soit complètement éradiqué. Et donc dans ces conditions, il semble assez difficile de tenir un Grand Prix de Formule 1. Un mot aussi des calendriers de F2 et de F3 de l'année prochaine. Je vous les affiche plutôt à l'écran avec à noter l'arrivée de l'Australie sur les deux calendriers. Grosse nouveauté, les formules de développement vont s'exporter jusqu'en Océanie. Et pour ce qui est de la F3, elle va effectuer son retour à Monaco l'année prochaine. On aura vraiment hâte de voir ce que cela va donner dans les rues de la Principauté. Et on termine avec un dernier mot de long terme. Le Grand Prix du Mexique qui a eu lieu la semaine dernière a été prolongé au calendrier de la F1 jusqu'en 2025. Si vous avez manqué un petit peu la course, parce que malheureusement vous l'avez remarqué, elle n'était pas commentée sur cette chaîne, j'ai écrit un article dessus, je vous mets le lien en description et je vous invite à aller le lire. Voilà pour les news de cette semaine. Je vous propose maintenant de jeter un petit coup d'œil dans le rétro assez rapide, spécial Mexique, avant le programme de ce week-end. L'une des caractéristiques principales du Grand Prix du Mexique, l'une des raisons de sa popularité internationale et peut-être aussi l'une des raisons de sa prolongation au calendrier de la Formule 1, c'est l'ambiance indescriptible que l'on retrouve chaque année à Mexico. L'ambiance notamment qui provient du stadium dans la dernière portion du circuit, le 3e secteur extrêmement lent où les pilotes passent dans ce que l'on appelle le stadium. Mais qu'est-ce que vraiment que le stade Forosol? Comme très souvent quand je vous raconte une histoire, une bonne partie des informations sont tirées de Turn One et notamment d'un trade qu'ils ont fait la semaine dernière. Je vous invite vraiment à aller voir ce compte sur Twitter, c'est du très bon travail. Il faut savoir que le Grand Prix du Mexique, avant son retour en 2015, avait déjà eu lieu au même endroit sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, mais a disparu après l'édition 1992. Dès lors, il y a eu un stade qui a été construit, il n'existait pas auparavant, pour accueillir les Diablos Rojos, l'équipe de baseball la plus titrée au Mexique. En 2000 et 2001, ce stade a été partagé avec les Tigres de Mexico qui ont à 2 reprises remporté le championnat à chaque fois donc qu'ils jouaient dans le stade Forosol. Et vous vous en doutez, un stade comme cela n'accueille pas que des équipes de sport, mais accueille aussi de la musique et des très grands concerts, des groupes extrêmement connus à l'image de U2, mais également de Coldplay, aussi de Madonna, Britney Spears qui sont venus y jouer. Et on notera qu'en 2017, Metallica a rassemblé 200 000 fans autour de 3 dates de concerts. Depuis le retour de la F1, les concerts ont continué, puisque la F1 est revenue en 2015, mais vous vous en doutez, il n'y a plus de saison complète d'une équipe de baseball disputée. En revanche, les Diablos Rojos ne se sont pas déplacés extrêmement loin, puisqu'ils jouent désormais à l'Estadio Alfredo Harp Elú, qui n'est d'autre qu'à l'intérieur du premier virage de l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Et bien oui, dans la très longue ligne droite que l'on connaît si bien. Et bien sûr, regarde un petit peu à droite, il y a un stade, le stade dans lequel s'est déplacée l'équipe qui a occupé donc pendant une vingtaine d'années le stadium des derniers virages du circuit. Chaque année, le stade Forosol est plein à craquer pour accueillir la Formule 1. C'est même d'ailleurs la plus grande tribune du calendrier. Elle accueille 30 000 personnes rien qu'à cet endroit-là. La tendance, donc le nombre de personnes attendues sur l'ensemble du week-end à Mexico, était supérieur à 400 000 spectateurs sur les 3 jours. Clairement, ce sont des chiffres fous et l'ambiance est à chaque fois indescriptible, notamment pour accueillir le local de l'épreuve Sergio Pérez qui cette année n'aura pas réussi à faire chavirer le stadium Forosol. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time. Le programme de ce week-end, et ça va aller assez vite puisqu'il n'y a qu'un seul événement principal à suivre en ce week-end de finale pour la moto. Le MotoGP va voir le sacre de son champion et qui sera-t-il? Sera-t-il Pecco Bagnaia, solide leader du championnat depuis maintenant 2 Grands Prix, ou bien le retour d'un exceptionnel Fabio Quartararo sur sa Yamaha? Pour que le Français s'impose, il faudrait remporter la course et que son rival ne termine pas mieux que 15e à Valence. Ça semble donc très compliqué, mais écoutez, on verra bien et on sera tous derrière Quartararo pour la dernière manche de la saison de MotoGP.
Sur ce, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à cette chaîne. Quant à nous, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des actualités F1, normalement on va reprendre le rythme normal, je m'excuse pour l'absence de la semaine dernière, et d'ici là, eh ben, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.